Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro-jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. Pourquoi les jeunes aujourd'hui ressentent ce vide intérieur ? C'est que tout est dans l'apparat, tout est dans la réussite, tout est dans la façon de s'habiller, tout est dans la façon de se montrer, mais il n'y a aucune seconde prise pour s'intérioriser un tout petit peu. Le bonheur, personne ne le trouvera à travers ni le matériel, ni même une relation amoureuse. On ne peut arriver vers une relation amoureuse qu'à partir du moment où on est entier et rempli de soi. Passionnée par les relations humaines, les aventures et la vie, Maud a toujours été intéressée et curieuse de tout. Elle a longtemps eu le sentiment que le bonheur était lié à l'argent, alors elle a travaillé beaucoup, comme une drogue du travail, vers les hautes études et le succès matériel. Après 5 semaines à faire le tour des Annapurna au Népal, elle se connecte avec une nouvelle façon de vivre et se lance dans l'écriture du best-seller Kilomètre Zéro. Aujourd'hui, elle partage de précieux conseils à cette génération Z en quête de sens, et Maud m'a émue par ces mots si bien alignés. De sa capacité à rendre le développement personnel très accessible, elle a permis à notre échange une richesse incroyable. Elle nous parle dans cet épisode de développement personnel, de relations amoureuses, de comment être bien avec soi en apprenant à se connaître, de comment trouver ce qui nous fait vibrer et de comment dépasser nos croyances limitantes. Bref, cet épisode est à écouter, réécouter et écouter encore. Bonjour Maud. Bonjour Victoria. Je suis ravie, vraiment très touchée d'être chez toi aujourd'hui pour cette interview à Paris. Je sais que tu es très sollicitée, alors je te remercie pour ton temps. Tu as grandi dans la maison de tes arrière-grands-parents, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler de la petite fille que tu étais ? Je crois que tu étais curieuse et impatiente. Oui, merci à toi déjà, merci à toi de cette belle initiative. Je trouve que c'est vraiment un très beau projet que tu as, donc je suis moi aussi honorée de répondre à tes questions. Merci. Alors pour parler de la petite fille que j'étais, oui, j'étais quelqu'un de très curieuse et surtout j'avais beaucoup de rêves. Ce qui m'habitait déjà très jeune, c'est de voyager. Et j'avais vraiment ça dans le sang, je pensais qu'à ça. Donc j'étais une enfant un peu tenue par la liberté. Hein. Ma compulsion était vraiment la liberté. Et donc évidemment, malgré le fait que ce soit une famille aimante, etc., l'éducation était pour moi toujours difficile puisqu'il fallait... alors même si j'étais extrêmement docile, sérieuse, justement j'étais très sérieuse à l'école pour ne pas avoir quelqu'un sur mon dos. Donc mes parents me laissaient assez libre justement parce que j'étais sérieuse. Et puis voilà, j'avais beaucoup d'amis et j'adore ça, j'adore les relations, j'adore les relations humaines et j'ai toujours été passionnée justement par ces relations humaines. Donc la petite fille était plutôt très gaie, plutôt très enthousiaste, 1000 projets dans la tête et voilà. Et tu rêvais de sauver le monde. Et je rêvais de sauver le monde, exactement. Quel impact tu voulais avoir ? Comment tu pensais pouvoir le sauver, ce monde ? En fait, c'est marrant, j'ai retrouvé une phrase il y a quelques temps dans des cahiers un peu d'école qui était je notais que réussir sa vie, c'était sauver le monde et le sauver comment ? En faisant que chaque rencontre dans ma vie pouvait se sentir un tout petit peu mieux qu'avant de m'avoir rencontré. Et alors je me disais, si chaque personne que je croise dans ma vie se sent un tout petit peu mieux qu'avant de m'avoir rencontré, alors j'aurais fait le job. Wow. Donc il y avait quelque chose comme ça qui était, voilà, j'avais envie d'avoir un impact, de peut-être qu'une phrase, un mot pouvait faire du bien à quelqu'un. Et c'est comme ça que je me suis dit, peut-être que je peux amener ma contribution à faire un monde un tout petit peu meilleur. Et alors quand tu avais 20 ans et qu'on te parlait du monde des grands, pour toi c'était quoi de rentrer dans la vie des grands ?
Alors là, j'étais un petit peu perdue, pour tout te dire, parce que la seule chose qui m'importait, c'était de partir en Afrique, faire des aides humanitaires, voyager. Donc c'était à peu près la seule chose qui m'intéressait. Et alors à 20 ans, j'étais complètement perdue, enfin un petit peu plus tôt, parce que voilà, après le bac, tu vois, l'objectif c'était d'aller jusqu'au bac. Et puis une fois que j'avais le bac, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie. Et puis tout me plaisait et en même temps, je connaissais rien. Tu vois, parler des entreprises, je savais pas ce que c'était. Donc j'étais un peu perdue et pour autant, j'ai très vite compris que plus je travaillerais vite et plus j'aurais d'ouverture dans les diplômes, etc., plus vite je pourrais prendre ma retraite pour faire que ce que je veux. Et ma retraite, c'était quoi? Faire ce que je veux, c'était justement aider les autres et puis partager mon expérience, etc. Donc j'ai énormément travaillé, je fais des études, des bonnes écoles, et puis ensuite je me suis mis très vite. Bon, j'avais la stratégie d'entreprise en moi, j'avais le fait de rentrer en entreprise en moi, donc très vite je suis allée vers la finance. Et je m'étais dit, je prends ma retraite avant 40 ans, parce qu'après, tu sais, quand t'as 15, 20 ans, tu te dis, à 40 ans, t'es pas encore vieux, mais à 50, tu le deviens. Bon, aujourd'hui, j'ai bientôt 50 ans, je garantis qu'on n'est pas si vieux que ça. Mais voilà, j'ai pris ma retraite réelle à 39 ans, et en fait, j'ai toujours fait, je me suis rendu compte que ce que je voulais, finalement, parce que même entre 20 et 40 ans, je me suis vraiment fait plaisir dans mon métier, même si c'est pas forcément ce que je veux continuer à faire aujourd'hui, mais voilà, j'ai beaucoup appris et finalement dans tous les métiers on peut aller dans son ADN, et mon ADN c'était les relations humaines, donc j'ai géré des sociétés, plusieurs sociétés, et en fait ce qui me plaisait dans les sociétés, c'était d'avoir justement des belles relations humaines, parce que le cœur de la réussite d'une entreprise, ce sont les relations humaines. Et alors ta première façon de rentrer dans le monde des grands, ça a été de te conformer aux règles de l'éducation, tu nous disais. Oui. Et tu as étudié beaucoup la finance donc à Oxford et Sciences Po Paris ensuite, d'où tu es sortie major de promotion. Oui, rien que bien informée. Oui, j'ai fait pas mal de recherches. Et à cette période-là de ta vie, comment tu définissais ce qu'était la réussite ? Alors à ce moment-là de ma vie, je cours après l'argent. Oui. Je cours après l'argent parce que j'ai besoin de prouver déjà que je suis capable. J'ai besoin de prouver à ma famille, surtout mon père, qui faisait partie de ce monde-là. Enfin, j'avais le sentiment que le bonheur était lié à l'argent dans cette éducation un peu... voilà, si t'as de l'argent, tu fais ce que tu veux, quoi, tu vois. Donc, je courais après l'argent, et c'est pour ça que je me suis dit, si très vite je peux en gagner, pas forcément des milliards, mais si je peux en gagner, je vais être libre, puisque j'aurais plus besoin d'en gagner. Et puis finalement, j'en ai gagné, plus que j'en espérais d'ailleurs, et je me suis rendu compte que j'étais toujours pas heureuse. Mais par contre, j'étais passionnée par ce que je faisais, et droguée par ce que je faisais. Mais j'étais pas heureuse. Parce que le bonheur, c'est un état, c'est une philosophie, c'est pas l'extérieur, c'est pas l'argent qui peut te rendre heureux. C'est pas l'argent. Alors bien sûr que ça rend libre, bien sûr que je crache pas dessus, le sujet ce n'est pas là, c'est vraiment j'ai compris à ce moment-là que je pourrais en gagner le double, je serais pas dans un état de bonheur. Et d'ailleurs, connecter la joie ne peut se faire qu'à l'instant présent. La joie, c'est une émotion, alors que le bonheur, c'est une philosophie de vie. Mais la joie, on ne peut connecter la joie qu'à partir du moment où on le vit dans la seconde. Moi, je courais toujours après quelque chose. J'avais toujours des idées après, il faut faire plus, il faut aller vers telle stratégie. Donc, on a toujours 20 coups d'avance quand on fait la stratégie d'entreprise. Mais on n'est jamais dans l'instant présent. D'où mon gros problème qui était, je ne connectais plus la joie. Je connectais le plaisir. Intellectuellement, je pouvais me dire, c'est génial, je vais partir en vacances, je vais m'acheter ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais la joie et l'état de bonheur, je ne l'avais pas. J'avais des compulsions de plaisir. Donc, à la suite de tes études, tu as dirigé une agence de publicité. Et après, tu as pris la direction financière de plusieurs startups. Et en 2010, la société dans laquelle tu travaillais est mise en vente. Et donc là, tu te retrouves face à un vide. Et alors, en fait, ouais, oui, vas-y, pardon, finis. Tu te retrouves face à un vide et tu ressens le besoin de faire une pause. Donc c'est là que tu pars au Népal pour 5 semaines dans l'Himalaya avec un Sherpa. Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas ? Alors déjà, j'avais pas vu le truc arriver parce que c'est moi j'étais à la direction de la société avec des associés et on savait qu'on allait vendre ou faire une entrée en bourse. C'était vraiment une volonté, c'était une start-up, donc notre finalité c'était soit de vendre, soit de faire une entrée en bourse. Et moi, le coup d'après que j'avais, c'est on vend,
on fait notre coup en bourse, mais derrière, j'arrête parce que là, j'ai 39 ans et je sais que si on fait un beau coup, je suis absolument tranquille. Ce qui est le cas, sauf que mon coup d'après, c'était de prendre 2 billets open avec la personne avec qui je vis et de partir faire le tour du monde et d'aller à nouveau, parce que pendant toutes ces années, j'ai quand même continué à rencontrer des cultures, des modes de vie différents, c'est ça qui me passionnait. Et c'est la méthode de management que j'ai mis en place dans les entreprises d'ailleurs. Et puis là, au moment où ça s'arrête, je suis en couple depuis à ce moment-là une quinzaine d'années et la personne avec qui je vis me dit ah non mais on peut pas tout arrêter comme ça et puis partir. Et là, je me prends le mur. Le mur, il est là pour moi. Mais alors le coup d'après fonctionne pas quoi. Et là, effectivement, déjà, je suis épuisée parce qu'au moment où on vend une grosse entreprise française. Il n'y a rien de confidentiel, d'assaut. Donc là, effectivement, je suis complètement épuisée et je me dis si je pars pas, ça va être difficile. Et là, j'ai besoin, par des opportunités, je trouve le moyen de partir au Népal. Et là, j'ai besoin d'apprendre à vivre au présent parce que je sens que toute ma compulsion est avoir 10 coups d'avance, mais je vis pas au présent. Et c'est ça que je vais chercher au Népal. Je vais chercher à apprendre à vivre différemment. Et là, je pars avec un guide, effectivement, un guide pas de montagne, pas de touriste, mais vraiment un sage qui connaissait bien la montagne et qui me dit si tu veux apprendre à vivre au présent, il faut juste se taire. Et juste se connecter à soi. Et je suis partie 5 semaines faire le tour des Annapurna. Et effectivement, il m'a appris à me taire, ce qui était un challenge. Et surtout à apprendre à observer, à apprendre à être là. Quand tu es revenue à Paris, comment tu t'es sentie ? Qu'est-ce qui a changé en toi pendant ces 5 semaines ? En fait, tout a changé. Parce que là, je connecte une autre façon de vivre. Alors, j'avais fait 20 ans de développement personnel avant, donc j'avais des clés aussi. Mais je connecte intérieurement et consciemment ce que je ne ressentais pas avant, ce calme intérieur. Cette zone en nous qui est plus calme. Et ça m'apprend effectivement à me poser différemment. Et surtout à arrêter de courir par compulsion pour remplir un vide qui s'était rempli par justement ces expériences-là. Et ça, c'est très compliqué parce que je vois bien que dans notre modèle éducatif, rien n'est fait autour de ça. Donc on nous apprend plein de choses, on nous apprend à nous servir de notre cerveau de façon extraordinaire. Et j'ai été ravie de ça et ça me sert encore tous les jours, sauf que la paix et la sérénité passent par l'alignement du mental, donc de la tête, certes qu'on utilise plutôt pas mal, mais aussi du cœur, des émotions et du corps. Et ça, moi, j'avais complètement zappé qu'il y avait 3 mondes. Je ne focalisais que sur un seul monde qui était le monde des pensées et le monde du mental. Alors, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu avais 20 ans et que tu t'es engagée vers de brillantes études ? Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt ? Dans ces brillantes études, il y ait des modules sur l'intelligence émotionnelle et des modules sur l'intelligence corporelle. J'aurais adoré ça, mais même depuis la maternelle, j'aurais adoré. Parce que la vraie construction, elle est là. Pourquoi les jeunes aujourd'hui ressentent ce vide intérieur ? C'est que tout est dans l'apparat, tout est dans la réussite, tout est dans la façon de s'habiller, tout est dans la façon de se montrer. Mais il n'y a aucune seconde prise pour s'intérioriser un tout petit peu. Or, le bonheur, personne ne le trouvera à travers ni le matériel, ni même une relation amoureuse, ni même... on ne peut arriver vers une relation amoureuse qu'à partir du moment où on est entier et rempli de soi. Sinon, on va chercher à combler une carence qu'on n'a pas à l'intérieur, ce vide intérieur. Et là, fatalement, c'est la catastrophe. Et alors, comment on arrive à se combler soi-même ? Alors justement, je pense que c'est de commencer par apprendre à s'aimer, commencer à apprendre à se connaître. Le problème, c'est que dès qu'on a un moment de tranquillité, on a 5 minutes à la maison ou au bureau entre 2 dossiers, qu'est-ce qu'on fait ? Allez, vite, on va sur les réseaux sociaux, vite, on va appeler quelqu'un, vite, on va combler ce vide. Et bien là, je crois que justement, c'est, comme me l'expliquait mon guide, c'est d'arriver à faire silence et arriver à être juste un moment avec soi. Un moment avec soi et de se rendre compte que quand on travaille sur soi, on commence à connaître ses limites, on commence à accepter ses défauts, accepter ses qualités aussi. Et c'est par ce biais-là que, par un travail et un cheminement, on peut arriver à se connaître davantage. Et plus on se connaît, plus on s'accepte. Plus on s'accepte, plus on a de l'estime de soi. Et plus on ose, et plus on se lance dans des projets qui ont du sens. Et la réussite, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé. Donc à chaque fois qu'on se lance quelque part, on va tomber. Mais on va se relever. Alors que beaucoup de jeunes, et même des moins jeunes, dès qu'ils se lancent dans un projet, ils tombent une première fois, comme ils n'ont pas appris à se remplir, qu'est-ce qui se passe ? Ils tombent une première fois, ils abandonnent.
Pour les un peu plus courageux, ils tombent une deuxième fois, ils abandonnent. Pour les vraiment très courageux, ils tombent une troisième fois, ils abandonnent. Et puis, il y a 0,01% des gens qui, ils vont se relever une quatrième fois, une cinquième fois, etc. Et plus on est rempli de soi, plus on élève un peu cette estime de soi, et plus naturellement, on va vers qui l'on est. Ça veut dire quoi, être à sa place ? Quand on est jeune, comment on trouve notre place ? Être à sa place, c'est écouter son cœur. Alors, c'est très difficile au départ parce que on est tellement conditionné par notre éducation, par ce qu'attendent nos parents, par la publicité, par ce que disent les copains, par ce que disent les professeurs, etc., que on sait absolument plus qui on est. On ne sait même pas ce qui nous fait vibrer. Donc être à sa place, c'est avoir le courage. Quand je dis courage, c'est le mot courage, l'étymologie du mot courage, c'est se connecter à son cœur. C'est oser dépasser ses peurs, parce que c'est courage, la racine, c'est cœur, cœurage, en fait. Donc, c'est se connecter à son cœur pour oser vivre qui l'on est. Alors, être à sa place, c'est avoir le courage d'écouter son cœur. Et ça veut dire quoi, écouter son cœur ? On peut tous l'écouter très simplement. Quand on fait quelque chose, on sent que ça vibre à l'intérieur, ou quand on projette de se dire, tiens, j'aimerais vraiment me lancer dans ce projet, ça vibre à l'intérieur. Après arrivent toutes les peurs. Non, mais je suis pas capable. Non, mais j'ai pas assez d'argent. Non, mais je dois m'engager dans telle ville, etc. Il y a plein de peurs qui arrivent. Mais la vibration première, elle est là. Et quand la vibration première, elle est là, c'est qu'on est à sa place. Moi, je dis toujours que quand on est prêt à payer pour faire ce qu'on fait, c'est qu'on est au bon endroit. Moi, tous les jours, je suis prête à payer pour faire ce que je fais. Or, je gagne de l'argent avec ce que je fais. Dès qu'on se dit « Ah non, mais là, j'ai pas envie d'aller bosser, mais c'est juste pour payer les factures, etc. », c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Donc, pour les jeunes, je crois que c'est très important de se poser cette question. Qu'est-ce qui ferait que je pourrais payer pour faire ce que je fais ? Et si vous êtes là, alors vous allez trouver très vite le sens on en parlait pour tes projets. Tu pourrais te payer plus cher en entreprise, ou alors prendre le risque de te dire, bah oui, mais moi, ce qui a du sens, c'est de me lever le matin. Et puis, c'est extraordinaire de se lever le matin. Et moi, je me lève très tôt le matin, parce que je prends beaucoup de temps le matin pour méditer, pour me lancer. Mais à la seconde où j'ouvre les yeux, je suis extrêmement opérationnelle. Pourquoi ? Parce que je sais que la journée de travail qui se prépare me fait extrêmement vibrer. Maud, en faisant mes recherches pour notre rencontre, j'ai déniché une phrase que tu as dite et qui m'a un peu interpellée. Pour toi, tout ce qui nous arrive est placé sur notre chemin pour être exactement à l'endroit où on doit être aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette phrase loufoque ? Oui, alors c'est l'objet de mon second roman, Respire, oui. Le plan est toujours parfait. Le plan est toujours parfait, ça veut dire quoi ? C'est que je me suis rendu compte dans la vie que malgré les difficultés qu'on peut vivre, et il y en a énormément, et si on demandait à chacun, alors toi t'es très jeune, mais t'as déjà eu des énormes lourdeurs, des énormes difficultés dans ta vie, et après il y a des degrés, mais tout le monde vit des choses traumatisantes dans sa vie. Alors on va se dire, oui, mais enfin quand il m'est arrivé ce traumatisme, excuse-moi, mais c'est pas parfait, le plan il est pas parfait, moi j'ai souffert, j'ai ceci. Oui, mais en même temps, on est exactement ce qu'on est, et on est devenu exactement ce qu'on est, parce que on l'a vécu. Quand tu parles avec, on va parler plus dans mon domaine de gens très empathiques, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Ce sont des gens qui ont vécu des traumatismes d'enfance qui ont fait que naturellement ils se sont tournés vers les autres. Et tous à 100%. Je parlais avec un dirigeant de start-up qui a monté une start-up autour de prothèses de bras automatisés. Et en fait, il a monté ça et ça fonctionne très bien. Pourquoi ? Parce que lui manque un bras. Et il a mis il a eu un accident très jeune et toute son attention a été portée sur le fait d'aider les autres à voir les choses autrement. Et c'est extraordinaire. Et on s'aperçoit que quand il a eu son accident et qu'il s'est fait enlever un bras, le vrai sujet, c'est pas c'est formidable ce qui lui est arrivé quand il avait 5 ans. C'est pas ça du tout. C'est une catastrophe et c'est un drame. Mais quand on comprend que tout ce qui nous arrive, on peut le transformer pour inspirer les autres, pour pour aider les autres, pour partager cette expérience, parce que malheureusement, il y a des millions de gens qui l'ont vécu avant lui, et puis il y a des millions de gens qui le vivront après. Eh bien, si lui le transforme pour aider les autres et pour partager une expérience, alors oui, on est exactement au bon endroit. Tu dis qu'il y a 99,9% de nos blocages et de nos tourments dans la vie qui peuvent être évités parce que ce sont des projections de ce qu'il pourrait nous arriver et qui finalement ne nous arrivent pas. Comment on peut dépasser ces projections pour qu'elles arrêtent de nous limiter, tout simplement ?
Alors déjà, c'est d'en prendre conscience. La première chose dans tout, c'est de prendre conscience de ce qui nous arrive. Pourquoi ? Parce que je parlais dans ce contexte des peurs. Effectivement, il y a beaucoup de peurs. La majeure partie de nos peurs sont liées à une invention d'un film qu'on se fait. La peur, elle est soit instinctive, et c'est ce qui nous sauve la vie. Par exemple, vous êtes en train de conduire et hop, il y a quelqu'un qui vous fait une queue de poisson. Hop, tu freines immédiatement. Pourquoi ? Tu te poses pas la question de savoir, attends, il arrive à un angle de 30 degrés, moi à la vitesse de 52 km/h. Non, tu sais pas et tu freines. Pourquoi ? Parce que c'est un schéma de sauvegarde. Et ça vient du cerveau instinctif. Et ça, c'est 3% des peurs qui sont générées par le cerveau instinctif. Et heureusement, on n'a que 3% de nos peurs réelles. Et si on n'avait pas cet instinct de freiner, on aurait un accident ou on serait mort. Ça, c'est des peurs instinctives. Puis après, il y a les peurs liées à la pensée, qui représentent effectivement la grande majeure partie de nos peurs et qui nous pourrissent la vie. Pourquoi ? Parce que c'est oui, mais si m'arrivait ça, et si la crise continuait, et si je trouvais pas de travail, et si ceci, et si cela. Et ça, ce sont des scénarios de films qu'on s'invente et qui nous détruisent intérieurement. Parce qu'il y a un vrai gros problème avec le cerveau, c'est qu'à partir du moment où il n'y a rien de réel, il ne peut pas trouver de solution. Il bug. Quand tu te dis, oui, mais si je réussis pas mes études à la fin, si j'ai pas mon diplôme, alors je vais être malheureux, je vais devoir redoubler, je vais peut-être devoir changer d'études, etc. Et là, je me fais tout un scénario de « et si ». Et le cerveau, il n'a pas de solution à ça, parce que pour l'instant, tu n'as pas raté ton examen. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il bug. Il peut pas t'amener de solution. Si à l'inverse, tu rates ton examen, ce qui est vraiment pas ce que tu voulais, eh bien à ce moment-là, le cerveau se met en mode solution. Là, il y a plusieurs solutions. Soit tu redoubles, soit tu peux faire ci, soit tu peux faire ça. Et là, il y a plus ce cheminement automatique du cerveau. Donc, le vrai sujet, c'est d'être conscient du type de peur qu'on a. La première chose, c'est d'identifier est-ce que c'est une peur archaïque, c'est-à-dire instinctive, qui fait que je freine et heureusement, ou alors une peur liée à mes pensées de doute, de manque d'estime, etc. Et à partir du moment où on est dans ces peurs-là, là on peut agir. Pour les autres, il faut même pas agir, il faut juste accepter. Ce qui est aussi un autre schéma, parce que si je reprends l'exemple de la queue de poisson, qu'est-ce qui se passe ? On te fait une queue de poisson, t'as eu peur, et puis là, immédiatement, pas pour toi, mais très vite, mais c'est quoi cet abruti qui m'a coupé la route ? Et puis alors on commence à faire tout un scénario, alors qu'on a juste eu peur. Puis t'arrives à ton déjeuner, tu as retrouvé un ami, une amie, et puis tu dis, ah non, mais tu sais pas ce qui m'est arrivé. Et c'est reparti à relancer la machine sur la peur que t'as eue et la colère que tu ressens, plutôt que simplement accepter cette peur archaïque qui t'a juste sauvé la vie. Et une fois que tu comprends ça, eh bien, naturellement, t'acceptes et tu dis merci. Pour toi, on a tous en soi la possibilité de changer les choses, mais comment on peut changer notre propre vision des choses ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a déjà énormément d'outils qui permettent d'apprendre à se connaître. Parce que notre vision des choses est très conditionnée à l'inconscience de tout ce qui nous entoure. Tu vois, très vite, tu es la fille tu habites dans telle ville, tu as tel type d'éducation, tu es une femme blanche, etc., etc. Et donc tout ça fait que tu t'es conditionné dans un schéma très clair qui te fait croire que tu as certaines limites, certaines qualités, etc. À partir du moment où tu apprends à te connaître et à voir que tout ça n'est qu'un schéma de l'ego, eh bien tu peux vite tenter d'acheter et voir les choses complètement autrement. Et à partir du moment où tu commences à voir les choses autrement, eh bien naturellement tu peux changer la vision des choses. Et plus tu le fais jeune, et moins tu es conditionné à des années d'expérience et d'automatisme. Donc plus c'est simple. Mais c'est vrai que malheureusement, on vous donne pas vraiment, je l'ai vécu, on donne pas vraiment des matières dedans qui permettraient d'avoir confiance en soi, de l'estime de soi. Et je vois bien que les jeunes ont peur, ils sont perdus. Et je crois que je les invite vraiment déjà à écouter tes podcasts et puis surtout aller chercher des outils. Il y a énormément de vidéos, beaucoup de livres qui permettent d'avoir des visions différentes et d'enclencher le processus. Et puis après, je crois que je dis souvent, même à des jeunes adultes, très vite, on investit beaucoup dans la voiture, dans la télévision, dans l'appartement. Je crois que ça vaut le coup aussi d'investir un peu sur soi au départ. Alors pas des étudiants n'ont pas forcément les moyens, mais très vite les premiers salaires, plutôt de les investir dans acheter tout et n'importe quoi de matériel, c'est peut-être d'investir un peu sur soi, de faire des formations qui permettent de voir les choses un peu autrement, et ça aide énormément.
Tu dis que depuis tout petit, on nous a appris à rejeter nos émotions, alors que pour toi, nos émotions sont des alertes qui nous permettent de retrouver notre état de base, qui est la joie. Comment on apprend à les écouter, ces émotions ? Alors, on les connecte tous, nos émotions, sauf qu'effectivement, dès qu'on a une émotion, dès tout petit, on nous explique que ah non, mais tu peux pas te mettre en colère, mais non, mais calme-toi, mais ça n'a aucun sens. Tu vois bien que t'es un enfant, là, t'es un bébé de faire ça. Non. T'es triste, mais non, faut pas être triste. Et puis, t'es un garçon, t'as pas à pleurer, tu dois être fort. Et toi, t'es une fille, tu peux pas te mettre en colère, c'est vraiment pas féminin, etc., etc. Donc, on entend tout le temps qu'il faut taire nos émotions. Or, nos émotions, c'est l'alerte immédiate de quelque chose qui ne va pas. Quand on comprend le fonctionnement du corps, on se rend compte que c'est instinctif de connecter des émotions. Et on en connecte plusieurs centaines par jour, sauf qu'on ne les voit pas. Notre état de base, c'est la joie. Si je prends les trois autres émotions majeures, que sont la colère, la tristesse et la peur, chaque émotion a un message et c'est toujours le même. Le message de la colère, par exemple, quand on ressent de la colère, et tout le monde sait qu'on est... Si je te dis, est-ce que tu sais quand tu es en colère ? Bah oui, tu le sais, tu vois bien que ça bouillonne en toi, que tu as envie de gifler la personne d'en face. Enfin, tu connais les symptômes de la colère et tu sais dire que tu es en colère. Sauf que tu sais pas exactement ce que veut dire cette colère-là. Eh bien, c'est simple, à chaque fois que tu connectes la colère, le message qu'il y a derrière, c'est que quelque chose en toi n'est pas respecté. Que la situation fait que tu as l'impression que tu n'es pas respecté. Et dès que tu sens que l'autre ne te respecte pas ou que tu as le sentiment qu'il ne te respecte pas, parce que des fois, c'est pas qu'il te respecte pas, c'est qu'il agit avec ses blessures et puis il dit quelque chose, mais toi, tu as le sentiment d'injustice ou d'irrespect. Dès que tu te poses la question, quand tu ressens de la colère, qu'est-ce qui en moi n'est pas respecté ? Qu'est-ce que je trouve injuste ? Immédiatement, ça fait baisser d'un cran ta colère. Pour la tristesse, la tristesse, elle te parle d'une perte. Quand tu es triste, c'est que soit tu as perdu quelque chose. Ça peut être évidemment un deuil, une perte d'un décès, là, c'est évidemment, on est triste. Mais ça peut être aussi une perte d'une amie, par exemple, ou d'un ami. Et dès que tu perds la relation, dès que tu perds quelque chose, alors oui, là, il y a quelque chose qui génère de la tristesse. Tu perds ton travail, tu perds évidemment une relation sentimentale. Dès qu'il y a perte, il y a tristesse. Il faut juste l'accueillir. Et enfin, la peur, elle parle d'un danger. Dès qu'il y a peur, c'est que je me sens en danger. Alors, c'est pas forcément un danger réel, hein. Ça peut être le danger, comme on disait, réel, de je freine, etc. C'est une peur archaïque, mais il y a toutes les autres peurs où là, je me sens en danger. Par exemple, tiens, j'ai mon patron qui m'a fait venir qui me dit rendez-vous au bureau et avec un ton un peu bizarre à 14h parce qu'on sort de réunion et j'ai pas été comme je pense que j'aurais pu être ou pas toujours aimable, etc. J'ai une peur qui arrive, qui est bon, ça se trouve, il va me faire une remontrance. Donc, non seulement les peurs, c'est une hérésie qu'on ne nous les apprenne pas et en plus qu'on nous les fasse taire, parce que c'est ça la catastrophe, c'est qu'on nous fait taire. T'as que le droit d'être en joie. Dès que tu sors de la joie, ah non, t'es pas une bonne personne, t'es pas une bonne fille. Non, c'est tout à fait juste de ressentir ces émotions. Et plus on les écoute, plus on prend le temps de les écouter. Ça veut pas dire pour autant que si je suis en colère, il faut que je casse tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Si je ressens de la colère, j'ai le droit d'être en colère et j'écoute ma colère. Qu'est-ce qu'elle a à me dire ? Qu'est-ce qui en moi n'est pas respecté ? Ah, c'est ça, quand il m'a dit ça, je me suis sentie blessée, etc., etc. Le titre de ton dernier roman, c'est Respire, le plan est toujours parfait. Il y a selon toi un plan à notre vie qui est déjà tracé ? Non, ça je crois pas. Je crois pas que ce soit déjà tracé. Par contre, parce qu'on a toujours le choix et on peut commander, et c'est justement un des thèmes de Respire, c'est qu'on peut commander ce qu'on veut. Mais commander dans cette foi profonde que ça va arriver. Je le dis dans Respire, c'est un peu comme quand tu vas au restaurant et que tu commandes un plat. Alors en ce moment c'est compliqué, mais rappelons-nous quand on allait au restaurant et puis on va y retourner bientôt. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu commandes un plat au serveur, lui passe la commande en cuisine et là tu continues ta discussion avec tes amis. T'es pas en train de te dire alors attends, j'ai commandé un truc mais je suis pas sûre que le serveur il va me le livrer, donc je vais aller voir en cuisine et puis je vais moi-même faire le truc. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pareil, quand tu commandes quelque chose dans la vie, tu peux commander tout ce que tu veux. Mais il faut faire confiance. Je commande de vivre ça, d'arriver à ça. Donc, la commande que tu passes, qui est alignée avec toi, si elle est alignée avec toi, elle va arriver, ça c'est sûr et certain. Mais il faut avoir cette foi. Donc, non, je ne crois pas que ce soit tracé. Tu peux changer à n'importe quel moment ton plan de vie et ce que tu as envie de vivre.
Tu peux changer à n'importe quel moment. C'est toi qui décides. Par contre, si tu commandes rien, qu'est-ce qui se passe ? La vie, elle te sert à rien. Donc il y a plein de gens qui disent moi dans ma vie il m'arrive rien, puis de toute façon j'ai une vie médiocre. Oui, t'as commandé quoi ? J'ai rien commandé. C'est comme si t'étais à table et que t'attends ton plat alors que tu l'as pas commandé. Il se passera rien, t'auras rien à manger. Donc tu vois le truc il est là. Et alors après c'est pas servi exactement comme tu veux. C'est bien ça le problème, c'est que bien souvent tu dis non mais moi j'aimerais rencontrer l'homme idéal, alors mon homme idéal il serait comme ci, comme ça, comme ça. D'accord, mais si tu veux vivre cette relation idéale comme tu l'entends, mais il y a peut-être un travail à faire sur toi avant parce que tes peurs font qu'à chaque fois tu fais capoter ta relation. Si tu travailles pas avant sur toi, la vie va te resservir toujours la même chose puisque ton comportement est toujours le même. Donc tu vois, c'est bien là le gros bémol qui est non, moi c'est pas vrai, quand je commande il arrive rien. Mais s'il arrive ce que tu dois vivre pour ta commande finale. Et la commande arrivera toujours. À nous de détecter ces petits signes que la vie nous envoie. Exactement. Le bonheur, c'est quoi pour toi ? Alors le bonheur, c'est une philosophie de vie. C'est pas j'ai le bonheur, j'ai pas le bonheur. T'as de la chance, t'as du bonheur. T'as pas de chance, t'as pas de bonheur. C'est pas vrai. Le bonheur, c'est une philosophie de vie qui demande un apprentissage récurrent, vraiment, de faire attention à nos pensées, de faire attention à nos paroles, de faire attention à nos actes, parce que bien souvent, on se dit moi je veux vivre le bonheur, je veux le bonheur, je veux le bonheur, je cours après le bonheur, mais qu'est-ce que tu fais pour ça ? Pas grand-chose. Et en fait, on nous apprend pas le bonheur. C'est vrai, on nous apprend les mathématiques, on nous apprend la physique, on nous apprend un tas de choses, mais on nous apprend pas à être heureux. Et croire que le bonheur, c'est juste je serai heureuse quand j'aurai gagné de l'argent, c'est faux. Je serai heureuse quand j'aurai rencontré l'homme de ma vie, c'est faux. Je serai heureuse quand j'aurai des enfants, c'est faux. Tout ça va contribuer, si c'est ce que je veux, au bonheur. Mais par contre, c'est pas ça qui nous rendra heureux. Combien il y a de couples amoureux qui sont pas forcément heureux parce que finalement ils sont pas remplis de l'intérieur. Combien il y a de gens qui gagnent plein d'argent et qui sont pas remplis de l'intérieur ? Combien il y a de gens même à 40, 50 ans qui font des burn-out ou qui font des dépressions alors qu'ils ont tout, ils le disent eux-mêmes. Je comprends pas, j'ai un super boulot, j'ai un super mari, j'ai des enfants adorables, mais je suis pas heureuse. Mais non. Parce que le bonheur, c'est une philosophie de vie qui s'apprend et qui s'apprend en se remplissant de soi, en connectant ce qui a du sens pour soi et en ne se perdant pas intérieurement. Donc, c'est tout un apprentissage de vie. Et ça demande un courage de chaque seconde. Parce que très vite, les pensées en automatique vont vite plutôt à critiquer l'autre, notre ego prend le dessus. Être dans le bonheur, c'est être dans cet état d'alignement, de savoir de temps en temps mettre son ego un petit peu de côté pour aller voir le trésor qui est à l'intérieur. À l'intérieur de nous, il y a cette zone où tout est possible. Tout est possible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à partir du moment où, bien, ça veut pas dire qu'on n'aura pas de peur, ça veut pas dire qu'on n'aura pas de moments difficiles, ça veut pas dire que, encore une fois, on va tomber 1000 fois pour y arriver. Mais il y a un endroit en nous, quand il est bien aligné, où toutes les intuitions, toutes les portes s'ouvrent, tout. Ça demande du courage, ça demande beaucoup de travail, mais oui, il y a cet endroit où on revient à la source profonde de qui l'on est, de cette énergie profonde dans laquelle on est et tout est possible de créer à n'importe quel niveau et à n'importe quel endroit. Je le crois vraiment. Maud, pour terminer cette interview, quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui ? De ne pas priver l'humanité de ce qu'ils sont. Ils ont quelque chose d'extraordinaire à apporter à l'humanité. On n'est pas par hasard. Et même si je suis absolument consciente que cette période est extrêmement anxiogène pour les jeunes, pour les moins jeunes aussi, mais encore plus pour les jeunes, je dînais hier avec mes petits neveux qui évidemment qui sortent de leurs études et c'est la pire des périodes pour eux, anxiogène, de chercher un travail. Mais déjà, cette période va passer, on va pas vivre 10 ans comme ça, donc même s'il y a quelques mois un peu compliqués, c'est évident qu'on va la passer. Et derrière, de ne pas priver l'humanité de ce qu'ils sont, parce qu'on a tous quelque chose à révéler. Et sûrement pas de tomber dans la facilité de je fais ça parce que comme ça, au moins je gagnerai de l'argent, et puis ça me plaît pas plus que ça, mais enfin bon, de toute façon, il faut bien que je prenne un loyer, puis il faut bien que... Non, de pas tomber dans cette facilité, de toujours oser être qui ils sont, et puis d'oser tout court, d'aller vers leur projet, parce que ça paye toujours. Et l'argent, on court souvent après l'argent, mais l'argent n'est qu'une conséquence du plaisir qu'on a de travailler dans ce qu'on fait. Ce n'est qu'une conséquence. Et ça arrive dans 100% des cas, quand on est vraiment aligné avec ce qu'on fait. Donc vraiment, de ne jamais priver l'humanité de ce qu'ils sont. Merveilleux. Écoute, merci beaucoup, Maud, pour tous ces partages. Merci vraiment. Merci à toi
d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.